Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. La semaine dernière, on était juste avant le premier tour, on parlait de ce qui allait pouvoir se passer. Maintenant, on est après les résultats. Est-ce que vous avez été, Charles, surpris, déçu ou rien de tout ça par rapport aux résultats du premier tour de l'élection présidentielle? J'ai pas été déçu en bien. Comme C'est une disent drôle les de Suisses. formulation. C'est ce que disent les Suisses. J'adore cette expression. J'ai été déçu en bien. C'est-à-dire que j'ai pas été déçu en bien parce que je réussis pas à comprendre comment il peut se faire que quasiment 30% des Français, ou 28, ou je sais plus combien, votent après les 5 ans qu'on vient de passer. Mais enfin, tout n'est pas perdu. Il y a un deuxième tour et on peut espérer que il n'y a que 28% des Français qui voteront pour M. Macron une fois pour toutes et qu'ils ont fait tout le mal qu'ils pouvaient faire au premier tour. Mais encore une fois, je retrouve ceux qui ont été mes ennemis depuis toujours, c'est-à-dire ce que j'appelle la génération de mai 68, qui a été certainement la génération la plus bête de l'histoire de France, qui a tout détruit, qui n'a rien construit, qui a été incapable de garder ce que nos ancêtres nous avaient légué. Et donc, ça m'étonne pas qu'après tout, dans leur vieillesse, ils finissent par se retrouver poussant des cris pour garder leurs petits privilèges, quoi. Comme ils n'ont jamais pensé qu'à ça. C'était une génération d'enfants gâtés, quoi. Vous voyez, on a un petit peu le même problème parce que les deux seules tranches générationnelles qui veulent voter Macron plus que Marine Le Pen, c'est les 18-24 ans. Et c'est les plus de 65 ans, donc les retraités. Donc c'est les deux tranches, en gros, d'inactifs. D'un côté, les étudiants, de l'autre côté, les retraités. Et tous ceux qui sont les actifs, tous ceux qui font le pays actuellement, eh ben, ils voudraient voter majoritairement Marine Le Pen. Et selon les sondages, elle gagnerait sans les mains à 55-56%. S'il y avait que tous les gens entre 25 et 65 ans qui votaient, ce Donc serait ça, il faut mettre le vote à 25 ans. Mhm. Tant que vous ne travaillez pas, vous n'avez pas le droit de voter, quoi. Ce serait peut-être une idée logique. Pourquoi pas. Ouais. Et puis quand vous ne travaillez plus, vous n'avez pas le droit de voter non plus. Ouais. Je pense que ça peut être une Ça idée. serait peut-être une idée pour un référendum, ça. Mais ce qui est C'est vrai, une blague, hein, ce qui crée un problème démocratique, c'est effectivement le fait que Mais cette tranche démocratique, je d'âge... sais pas, oui, tout le monde me parle de démocratie, bien sûr, mais vous savez ce que disait Benjamin Franklin? Il disait la démocratie, c'est quand deux loups discutent avec un agneau de ce qu'ils vont avoir pour le dîner, quoi. C'est ce qui est quand même une. Donc, si il y a une classe d'âge qui depuis toujours se sert de son poids démographique qui était important à cause du baby-boom pour traire les autres à son profit, est-ce démocratique? C'est toute la question. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que il faut pas oublier que Locke disait qui est l'inventeur du libéralisme, de l'égalité de tous devant la loi, de la tolérance, etc. Quand même, ceux qui avaient le droit de vote, c'est ceux qui payaient des impôts, quoi. Il semble qu'on est passé à je paye des impôts, je contribue, donc j'ai le droit de regarder ce qu'on fait de mon argent, du moment que je suis né, j'ai des droits, ce qui est très bien. Mhm. Mais est-ce qu'il n'y a pas des abus de ce droit? Je crois, et je crois qu'en plus les politiques publiques vont un petit peu dans ce sens. J'avais vu un graphique qui montrait que à partir de 2014 environ, c'est à ce moment-là que le niveau de vie des retraités a dépassé le niveau de vie de la moyenne des Et actifs. c'était le niveau de vie, encore une fois, de la génération des baby-boomers. Exactement, c'est à partir de ce moment-là qu'ils sont arrivés à peu près à la retraite. Et dans quelques années, dans une dizaine d'années globalement, le niveau de vie des retraités devrait passer largement en dessous de la moyenne du niveau de vie des inactifs. Donc une fois que la vague des boomers sera passée, qu'ils seront plus là, et ben le niveau de vie des nouveaux retraités qui ont aujourd'hui 50 ans, ils se sont octroyés des droits à la retraite, etc. Et ce qu'il y a de plus étonnant, c'est qu'ils ne se sont pas octroyés sur leur travail à eux, ce qui aurait été logique, mais ils se sont octroyés sur le travail dont ils attendent que leurs enfants et leurs petits-enfants le fassent. C'est-à-dire ils ont emprunté pour pouvoir vivre noblement, et cette dette sera payée par leurs enfants et leurs petits-enfants. Donc,
il y a quand même quelque chose de là, de peut-être démocratique, mais de profondément injuste. Et ce que répondait Franklin Roosevelt à ce genre de choses, c'était donc la démocratie, c'est les deux loups qui discutent avec l'agneau pour savoir ce qu'il y aura à dîner. Et il disait la République, c'est quand l'agneau est lourdement armé. Et donc, C'est pas mal. oui, ben oui, c'est ça. Donc, si vous voulez, comment les générations qui se font avoir sont-ils lourdement armés? Ben, je le vois, moi, dans ma vie, en me promenant dans tous les pays du monde, comme j'ai tendance à le faire, on voit des Français partout. C'est-à-dire que ceux sur lesquels les retraités d'aujourd'hui comptaient pour payer leur grasse retraite, ils sont tous barrés à Londres, à Miami, à Hong Kong, à Dubaï. Ils ne travaillent plus en France. Ouais. Et donc, ça crée à la fois des déficits de compétences, des déficits de croissance et des déficits budgétaires. Ouais. Alors pour revenir sur une analyse un peu plus terre à terre des résultats, quels enseignements, selon vous, on doit tirer de ces résultats? Ben, si vous voulez, le premier enseignement, c'est que dans le fond, comme je l'ai dit souvent, une nation, c'est une volonté de vivre ensemble. Hein. Mais aujourd'hui, si vous regardez les résultats des élections, vous avez à peu près 22-23% qui vont aux gens qui vivent dans les campagnes, ceux que dans la France périphérique, comme le dirait Christophe Guilly, puis vous avez peut-être 25-26 qui vont à ceux qui vivent dans les villes, les retraités, les boomers, etc. Et puis vous avez 22-23% qui viennent dans les banlieues. Donc là, je distingue trois groupes démographiques complètement différents et dont on n'a pas l'impression qu'ils aient envie de vivre ensemble. Mmh. Donc moi, en tant que citoyen français, je suis très inquiet parce que c'est la première fois que je vois une distinction qui est faite ville, campagne, banlieue, et ces gens-là, si j'ose dire, comme l'avait dit l'ancien ministre de l'Intérieur, on a vécu côte à côte et maintenant, à un moment, on va passer face à face. Et dans un truc de face à face, il me semble que ceux qui vont le prendre le plus dans la tête, c'est les gars des villes. Possible. Parce que les gars dans les campagnes, c'est facile à défendre, si j'ose dire. Les gars dans les banlieues, c'est difficile à attaquer. Mais les troisièmes, ils sont là comme c'est shooting in a barrel, comme disent les Anglais, c'est-à-dire tirer un coup de fusil sur un poisson, quoi. Ouais. Et c'est vrai que même s'il y a depuis un bout de temps maintenant des disparités sociologiques entre ces trois milieux, il n'y avait pas de telle disparité électorale. Si on regarde les présidentielles, ne serait-ce qu'il y a une vingtaine d'années, ou même les élections pour la mairie de Paris, des choses comme ça, il y avait un clivage gauche-droite qu'on retrouvait dans l'ensemble du territoire. Il n'y avait pas de telle disparité géographique. Mais non, ça veut dire qu'il y a les gens dans les banlieues, quelque part, ne se reconnaissent pas français, mais ne veulent pas être virés. Donc ça a été probablement un vote contre Zemmour. Donc, qui a capturé Mélenchon, mais je ne sais pas si c'est un vote d'adhésion à Mélenchon ou un vote anti-Zemmour. Ouais, je pense que c'est beaucoup plus un vote de défiance plutôt qu'un vote d'adhésion. D'ailleurs, dans certains sondages, 50% apparemment du vote de Mélenchon s'explique pas par une adhésion, mais par un vote utile. Oui, parce que toute la gauche s'est écroulée par ça. Dans les campagnes, c'est un vote de désespoir, et dans les villes, c'est un vote égoïste. Et donc, si vous voulez, c'est difficile de créer une sauce qui permet à une nation de se relever si, dès le départ, elle est scindée en 3 ou 4. Quoi. C'est difficile. C'est, encore une fois, comme je le dis, hélas, depuis un grand moment, tout ça, c'est du terreau de guerre civile. Quoi. Ouais. Et alors, juste après les résultats de l'élection donc du premier tour, vous avez écrit un petit papier disponible sur le blog de l'Institut des Libertés pour dire que vous alliez voter pour Marine Le Pen sans aucune forme d'ambiguïté. Alors, comment vous expliquez votre choix? Pourquoi vous appelez à voter pour Marine Le Pen? Alors, parce que je crois que ça n'est pas simplement un phénomène français, mais un peu partout dans le monde, aux États-Unis, et un peu partout, vous avez eu, en Europe bien sûr, à Bruxelles, un vote qui a
le personnel dirigeant, le pouvoir a été capturé par des gens qui ne reconnaissent pas la nation, qui ne reconnaissent pas l'existence du pays, qui sont juste des gens hors sol. C'est ce que j'appelle les gens des bateaux. Et puis les gens des arbres, ils peuvent crever, tout le monde s'en fout. Et l'archétype du représentant de ces hommes hors sol, c'est notre président actuel. Et donc, la raison, je ne sais pas si Marine Le Pen est compétente, et à la limite, je m'en fous. Parce qu'on m'a présenté Macron comme un homme extraordinairement compétent, Tout à fait. et en 5 ans, il a foutu la France complètement en l'air. Et on est à un point de déliquescence que je ne croyais pas possible. Donc ce que je dis, c'est, il y en a marre de ces gars qui, parce qu'ils ont fait des études soi-disant brillantes, on nous présente comme des génies, alors qu'ils ont juste une mémoire de cheval et aucun caractère, quoi. C'est le caractéristique de gars qui a fait des brillantes études. Hein. Et on dit, votez pour lui parce que l'autre, elle élève des chats, elle n'est pas intelligente. Mais justement, on n'a pas besoin d'intelligence, on a besoin de bon sens. On a besoin de... Donc, il faut se débarrasser de cette classe, au sens marxiste du terme, qui traite la France à son profit depuis les années Giscard. Et c'est ça dont on doit se débarrasser, parce que c'est elle qui a créé toutes ces difficultés. Et je ne vois pas comment, comme le disait Einstein, vous ne demandez pas à ceux qui ont créé un problème de le résoudre. Donc je vire Macron, non pas parce qu'il est Macron, mais parce qu'il représente cette classe odieuse qui a trahi le pays. Donc les gens me disent, il faut protéger la France contre le danger fasciste, et je dis, il faut protéger la France contre la trahison. Donc, ou vous protégez contre le danger fasciste, ou vous protégez contre la trahison. Mais moi, il me semble que la trahison, ça, c'est tout à fait réel, parce que ça fait 25 ans que ces gens-là nous trahissent, alors que le danger fasciste, ça me fait plutôt rigoler, quoi. Enfin, c'est pas que ça fasse rigoler, mais il n'existe pas. C'est une histoire de médias. Et le soir de l'élection, tous ces crétins sur TF1 ou je sais pas quoi, recommençaient à parler du danger fasciste. Et il est à peu près certain que si Marine Le Pen arrivait au pouvoir, on verrait qu'elle a je pense, une pratique de la démocratie de la République beaucoup plus démocrate, en fait, que celle elle veut par exemple faire le référendum d'initiative citoyen. Bon, c'est très bien, moi, c'est tout ce que je demande. Oui. Que le citoyen, le souverain, puisse à nouveau imposer l'ordre du jour. Tout à fait, pendant que Emmanuel Macron, lui, propose un septennat renouvelable, donc en fait, il veut être là jusqu'en 2034, voire même plus. Un septennat renouvelable, compte tenu de ses immenses qualités. Mais enfin, non, c'est pas... Donc, pour moi, aussi curieux que ça paraisse, ça va être un vote, je vais oser une expression, des pétainistes de toujours contre les gaullistes de toujours. C'est-à-dire que les pétainistes disaient, bon, la France est quasiment foutue, mais on va essayer de la sauver, de sauver les meubles, etc. Les gaullistes de l'époque disaient, la France n'est pas foutue, elle se remet, et elle montera, et il faut qu'on continue à se battre. Bon, ben, là, si vous voulez, les pétainistes nous disent, la France est foutue, et vous remarquerez que Macron ne réussit pas à dire le mot France. Ce qui est extraordinaire, il ne réussit pas. Il dit toujours France et Europe, et souveraineté française et souveraineté européenne. Mais vous ne pouvez pas avoir deux souverains. C'est une imbécilité logique. Donc cet homme, comme je me tue à le dire, est un imbécile. Et un incompétent. Ce qui n'empêche qu'il a fait des brillantes études. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui. Alors que Marine Le Pen peut être perçue comme assez étatiste, oui. Et que Macron, moins récemment, mais a pu être perçu comme plus libéral que elle. My foot, comme on dit. Mais alors justement, pourquoi accorder une préférence à l'étatiste face à l'autre ? Parce que le paradoxe de Le Pen, c'est qu'elle veut que l'État revienne dans ses fonctions régaliennes, c'est-à-dire que l'État fasse son boulot, je sais pas, dans les banlieues, par exemple. Et alors que l'autre, il fait pas son boulot dans les fonctions régaliennes, mais par contre, il se convainc qu'il est un grand investisseur et qu'il est le patron d'une start-up. Mais s'il veut être le patron d'une start-up, mon Dieu, je ne l'empêche pas, dès qu'il aura pris sa retraite, de créer une start-up et une voiture. Mais montre-nous tes talents, mon grand. Mais c'est pas si facile que ça. Donc, cet homme confond la gestion d'une nation avec la gestion d'un business. Et on le voit bien, il demande conseil à McKinsey. Mais ça n'a rien à voir.
Le but de l'État, c'est pas de faire des profits. Le but de l'État, c'est de créer un système juridique qui est stable, qui permette à tout le monde d'être heureux, un système éducatif qui marche, un système d'hôpitaux qui marche. Et donc, quelle que soit la façon dont ils y arrivent, donc je suis absolument stupéfait de voir qu'on dit de l'une qu'elle est étatiste, parce que moi, dans ce cas-là, je suis étatiste aussi. Si j'ai été au pouvoir, la première chose que je ferais, c'est que je rétablirais les fonctions régaliennes, mais d'une façon féroce. Ouais. Et puis ensuite, j'essaierai de liquider le reste, mais oui, c'est même là qu'il faut il n'y aura pas de rétablissement du reste si on ne rétablit pas d'abord les fonctions régaliennes. Ouais. Oui, je suis d'accord. Et alors, plus globalement, selon vous, est-ce qu'elle a une chance de l'emporter ? Ça dépendra beaucoup des 25% qui n'ont pas été votés. C'est-à-dire que moi, l'analyse que j'avais faite depuis un certain temps, c'est que je pensais que les gens, surtout dans les provinces là-bas, n'allaient pas voter en se disant « j'en ai rien à foutre, c'est que l'histoire de Parisiens », et au premier tour. Et puis au deuxième tour, ils passeraient dans le mode tout sauf Macron, puisque c'est l'homme le plus haï depuis... on peut pas dire qui... Mais j'ai du mal à souvenir un personnage dans l'histoire de France qui sans doute était si haï que Macron, mais... À la tête de l'État, je pense pas. C'est difficile. Hein. Peut-être Louis XV, à la fin de sa vie, il était vraiment détesté, mais... Peut-être. Mais bref, mais il faut remonter longtemps, quoi. Et donc vous êtes là et vous dites, ben oui, si ces gens vont voter, les 25%, ben, il suffit qu'il y en ait 5 ou 6 qui viennent et qui votent tout sauf Macron, et c'est gagné. Ouais. Donc ça dépendra beaucoup. Il faudra regarder dans la journée du dimanche, donc, le pourcentage des gens qui vont voter. S'il monte, ce sera, à mon avis, plutôt un bon signe. Je pense aussi, ouais. Je pense aussi. Tiens, je voulais vous signaler aussi quelque chose. Il y a eu un commentaire ce matin qui m'a fait rigoler. Vous savez, quand on avait fait cette émission, on n'avait pas les résultats. Oui, tout à fait. Et il y a un type qui me dit, ah, je vois ce que vous avez fait. Vous avez fait une dizaine d'émissions, puis vous avez mis sur le site celle qui avait marché parce qu'il s'était passé ce... Ah oui. Oui, donc je me suis dit, on l'a fait d'abord, il faut dire, on est beaucoup trop paresseux pour faire 10 émissions. Oui, tout d'abord, oui. Puis ensuite, deuxièmement, compte tenu de notre capacité à mettre tout ça en ligne et tout, on aurait mis la mauvaise. donc, c'est pas vrai, on n'a pas fait ça. Si on a dit des choses intelligentes, c'était par hasard. Ouais, c'est vrai. Mais alors, bon, probablement, je pense que Marine Le Pen avait déjà peu de chances de l'emporter, mais selon les dernières enquêtes d'opinion, je pense qu'elle a encore moins de chances, notamment parce que le vote de la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon a été soumis depuis quelques jours, vraiment une grosse propagande anti-Le Pen, anti-fascisme. Et donc il y a beaucoup plus de gens, je pense, qui voulaient voter Marine Le Pen qui vont au final s'abstenir, et peut-être une partie des gens qui voulaient s'abstenir qui vont voter Emmanuel Macron. Et malheureusement, ce vote-là est extrêmement important parce que c'est un peu la seule réserve de voix conséquente d'Emmanuel Macron. Alors que de l'autre côté, il n'y a pas de grosse réserve de voix pour Marine Le Pen, il y a le vote Zemmour, mais enfin, c'est pas énorme, et peut-être une petite partie non, du la vote réserve Pécresse. de voix, pour elle ne peut être que dans l'abstention. Ouais. De ceux qui sont abstenus au premier tour, parce que dans le fond, il n'y en avait aucun qui les satisfaisait, quoi. Ils n'avaient pas un candidat qui leur plaisait, quoi. Et j'ai vu un papier intéressant fait par Asselineau, qui disait qu'il avait comparé les programmes, et qu'entre le programme de Marine et le programme de Mélenchon, il y avait 75% qui étaient pareils. Ouais. Et qu'avec le programme de Macron, il y avait 20% qui étaient pareils. Ouais. Donc, je veux dire, Marine, elle est peut-être beaucoup plus proche des Insoumis que ne l'est le président actuel, ouais. Qui n'a que mépris pour eux. Mais ça montre bien une fracture à l'intérieur de la gauche, c'est-à-dire que lorsqu'ils sont en campagne, ils prétendent que c'est évidemment l'horizontalité économique qui est la chose la plus importante, et puis au moment ensuite de faire le choix au second tour, c'est tout le reste, c'est la lutte contre l'immigration, c'est beaucoup plus oui, grave, et puis vous savez, bien sûr, mais je tiens pas, c'est pas un secret, mais enfin, Mélenchon a toujours été un haut dignitaire de la franc-maçonnerie française, et la franc-maçonnerie française n'a qu'une idée, c'est de se débarrasser de Le Pen depuis son début, et d'utiliser l'argument c'est un peu, donc, si j'ose dire, le Mélenchon, il fait ce qu'on lui dit. Oui.
Il fait ce qu'on lui dit. Maintenant, je ne crois pas une seconde que les gens ont envie d'attendre ce que leur dit Mélenchon pour savoir ce qu'ils vont voter. Ils ont voté pour lui une fois, ça ne veut pas dire que Mélenchon est maintenant propriétaire de leur vote. C'est à eux de décider. Et il faut bien que les gens se rendent compte que Mélenchon a quelques ficelles historiques attachées aux pattes qui ont fait sa carrière. Ouais. Et donc, il doit rendre des comptes, lui aussi. Ouais. Mais pas à l'électeur. Mais d'ailleurs, on voit très bien, d'ailleurs, il a voulu se positionner comme opposant numéro 1 à Emmanuel Macron pendant le quinquennat. Il avait un petit peu réussi après la défaite de Marine Le Pen, parce que le Rassemblement national a été vraiment dans une période de retrait pendant une bonne période. Et du coup, c'était Mélenchon qui s'était un peu positionné comme opposant numéro 1. En plus de ça, il avait plus de parlementaires à l'Assemblée nationale, donc voilà. Au final, dès qu'il perd, dès qu'il arrive troisième et qu'il est question de choisir... À 20h02. À 20h02, enfin lui c'était peut-être vers 21h, quelque chose comme ça. Alors il n'a pas appelé à voter directement pour Emmanuel Macron, mais il a dit pas une voix à Marine Le Pen. Et ensuite apparemment il se serait entretenu au téléphone le lendemain avec le président de la République en lui disant voilà, j'ai donné mes consignes de vote, maintenant c'est à vous de draguer mon électorat. Et dans la journée même, Emmanuel Macron est allé voir une jeune femme voilée pour lui dire ah là, vous êtes voilée, vous êtes féministe, c'est formidable. J'ai vu qu'il avait dit qu'on pouvait être féministe et voilé. Donc, encore une fois, un grand coup en même temps. Ouais. Mais si j'ose dire, jusqu'à quand les Français vont-ils se laisser prendre par ces astuces de balayeurs, quoi? Mais c'est vraiment les prendre pour des imbéciles. Donc, si vous continuez à être imbécile, il est évident qu'on va continuer à vous prendre pour des imbéciles. C'est le moment ou jamais d'exercer votre droit souverain de virer un type qui n'est pas compétent, qui est corrompu, et c'est tout, quoi. Donc il n'y a pas à se poser de questions. D'un côté, vous avez la réalité d'un homme corrompu, de l'autre côté, vous avez peut-être la possibilité d'une femme incompétente. Je ne sais pas si elle l'est d'ailleurs, mais on verra bien. Mais voter pour quelqu'un dont vous savez qu'il est corrompu, qu'il vous en veut et qu'il n'aime pas son pays, alors que vous le savez et que l'autre vous ne savez pas, c'est une histoire de fou. Il y a une sorte de troisième et quatrième tour de l'élection présidentielle dans quelques mois qui s'appelle en fait les élections législatives. Et alors, on a tendance à l'oublier et à laisser en fait prospérer. C'est parce que les Français pensent toujours, dès que le type est élu, paf, il lui donne une majorité. Ouais. Mais alors, c'est pas arrivé depuis la concordance du quinquennat et des législatives que quelqu'un soit réélu. Et donc là, il n'y aura pas forcément la même dynamique qu'en 2017. Non, mais si c'est Macron qui est réélu, vous aurez les 2/3 des Républicains qui se précipiteront pour aller à la soupe. Donc là, c'est très probable. Donc ça, on le voit déjà, quoi. Tout à fait. C'était un petit peu le marché qu'a voulu faire Nicolas Sarkozy. Oui. Donc je sais pas si ça va marcher parce que alors ceux qui sont d'accord avec ce marché, ils ne l'expriment pas en public puisque c'est pas encore le moment. Puis Nicolas Sarkozy, il a tellement trahi ce pays aussi. Oui, mais d'ailleurs... qu'il le fasse une fois de plus, ça ne me surprend qu'à moitié. Ouais, mais d'ailleurs, l'électorat, les Républicains, n'est pas du tout d'accord et se sent parfaitement trahi par cette position de Nicolas Sarkozy, alors que d'habitude, sa position, c'est vraiment parole d'évangile dans ce milieu-là. Donc c'est plutôt bon signe. C'est-à-dire que à peu près tous les mauvais sont déjà partis chez Macron. Au moins, il en reste encore. Il en reste quelques-uns. Mais justement, on va peut-être pouvoir s'en débarrasser enfin. Et alors, est-ce que de l'autre côté, donc du côté du Rassemblement national, est-ce qu'ils doivent... alors, c'est évidemment, si Marine Le Pen perd, voilà, elle fait, je sais pas, 46-47%, elle perd. Derrière, il y a les législatives. Macron n'a plus la même dynamique qu'en 2017, donc il y aura peut-être une volonté de blocage, d'ailleurs, des deux côtés. Il y a des tas de gens qui voteront à ce moment-là pour le parti de Philippe, qui essaiera de nous refaire le coup, je suis tout neuf, je suis tout beau, je suis tout blanc. Ouais. Donc il va présenter des gens partout, et ils seront tout aussi macroniens que la précédente. Donc on va nous faire le deuxième coup de La République En Marche, et ça s'appelle, comment il s'appelle le parti Horizon. Horizon, ben Horizon. Voilà, on va faire ce sera l'horizon bouché. Bon voilà, mais ils vont faire le même coup. On le voit arriver depuis tellement longtemps que c'est fatigant, quoi. Mais ils prennent tellement les gens pour des imbéciles. Ils ont peut-être raison, je sais pas. Est-ce que selon vous, en termes de stratégie, le Rassemblement national doit jouer tout seul, ou est-ce qu'ils doivent essayer de faire des alliances par moment avec par exemple Reconquête ou je sais pas ça dépend un peu de Reconquête, mais je sais pas du tout. Moi, je suis pas dans ces cuisines politiciennes, mais je sais qu'un peu partout,
Dans le temps, on avait des triangulaires. Donc il y avait les Républicains, les socialistes et puis le FN. Et le FN, à chaque fois, perdait dans les triangulaires. Ouais, parce que barrage républicain. Parce que celui qui était arrivé troisième, entre les deux autres, laissait et puis se faisait battre le FN. Là, à mon avis, ça va plutôt être Front National contre non-Front National. Quoi. Je vois pas très bien qui va organiser des triangulaires et avec qui. Il n'y aura plus de triangulaires, c'est fini. Et donc, ça va être, à ce moment-là, ce sera au peuple de décider. Est-ce que vous préférez des députés ouais, ce que je veux dire, c'est que là, il y a pas de coup tordu, quoi. Sinon, on donnait l'impression qu'il y avait une différence entre les socialistes et les républicains, alors qu'en fait, il n'y en avait aucune. Hein. Je vous en dis, Juppé ou Fabius, et Blanc-Bonnet, Blonnet-Blanc. Et puis ensuite, on se débrouillait pour laisser le mieux celui qui était le mieux placé, battre le Front National en retirant le troisième. Cette fois-ci, je vois pas très bien comment ça se fait. Alors peut-être les insoumis joueront le rôle du troisième. Oui, bah après ça dépend des lieux. Peut-être, je pense que notamment dans le sud-ouest et en région parisienne et dans les banlieues, ils peuvent faire des bons scores et ça fait quand même pas mal de circonscriptions. Mais c'est assez réduit sur le plan géographique. Ils pourront pas être partout sur le territoire. Il y a des énormes disparités à ce niveau-là pour la France insoumise. Donc ils vont, je pense, avoir beaucoup de circonscriptions très facilement, et le reste, à mon avis, ils ne les auront pas. Ouais. C'est ça, on va voir, là, ça, c'est le du front. Et puis, on a bien vu l'électorat de Mélenchon, et dans des zones géographiques très précises, qui sont justement les banlieues, etc., qui, en général, ne votaient pas Front National, quoi. Ouais. Donc, c'était soit républicain, c'était soit socialiste, c'était déjà... Donc le Front républicain va peut-être marcher à des endroits où il sert à rien. Quoi. Ouais. Et alors pour aller voir encore au-delà, même si je pense qu'on va en reparler dans les prochaines semaines, puisque ce sera un petit peu plus d'actualité dans un futur plus proche, et qu'on y verra peut-être un petit peu plus clair, dans l'hypothèse où Marine Le Pen perd l'élection présidentielle, selon vous, que devrait-on faire pour l'avenir ? Est-ce qu'il faudra encore préparer 2027 ? Est-ce qu'il faudrait faire si on perd à la fois, une union des appareils ? Si la droite perd une fois de plus, et la présidence et la Chambre, les carottes sont cuites. Vous pensez ? Oui. À ce moment-là, il n'y aura pas de solution, parce qu'ils iront à toute allure vers un fédéralisme. Le choix pour la France, c'est ou Marine Le Pen en Orban, ou devenir la Hollande, c'est-à-dire un pays soumis à Bruxelles, quoi, c'est tout. Effectivement, ce que je crains, c'est que le bloc centriste, gaucho-centriste qui est au pouvoir actuellement, et qu'il y a depuis longtemps, se disent que dans les circonstances actuelles, dans les dynamiques actuelles, il n'est pas exclu qu'une grande alternance puisse arriver dans quelques années, parce que déjà aujourd'hui tout le monde en a marre. Alors peut-être que dans 5 ans ce sera encore pire, surtout qu'on imagine bien comment Emmanuel Macron ferait son deuxième quinquennat. Et du coup il est probable qu'ils accélèrent d'une part le remplacement démographique, d'autre part qui servent d'énormément d'outils pour faire en sorte effectivement que nous n'arrivions plus jamais au pouvoir. Voilà. Mais qu'on ne réussisse pas à revenir en arrière, à faire une société, à faire une politique qui a un effet de cliquet, on ne peut pas revenir en arrière. Quoi. Oui, c'est pas du tout impossible. Oui. Et c'est ma crainte. C'est ma crainte aussi. Oui, mais moi, vous avez 20 ans, 23 ans ? J'ai 21 ans. 21 ans, vous vous rendez compte, 21 ans. Moi, j'en ai 78, donc moi, ça m'attriste énormément, mais ça ne va pas changer ma vie. Vous, ça risque de la changer. Ouais. Et c'est ce que je dis à tous les gens. Pensez à Léonard quand vous allez voter, quoi. Faut pas rigoler. Oui, c'est ce que je dis à ma grand-mère. Je lui dis, vote pas pour toi, vote pour moi. Exactement. Pour une fois. Oui.
Voilà, bah, moi, écoutez, si Marine Le Pen perd, j'essaierai de toutes mes forces quand même Bah oui, qu'on puisse continuer, parce que bien sûr, sinon, bien sûr. même si on perd, vaut mieux être sur le champ de bataille. Si on Mais perd, si vous voulez, il vaut toujours mieux tomber. C'est ce que j'ai toujours fait dans mon métier aussi. De temps en temps, ça m'a pas réussi. Mais si vous avez une idée, si vous avez une conviction, vous devez tomber sur votre baïonnette tout droit. C'est-à-dire, vous n'avez pas un coup de baïonnette dans le dos parce que vous avez fui, c'est que vous ouais, vous êtes battu et vous tombez sur votre baïonnette parce que vous voulez pas vous rendre ouais. bien droit. Mm. Mais il faut savoir mourir avec élégance. Ouais, tout à fait. Parce que j'ai quand même. Il y a quand même des têtes qui, je pense, ont de l'avenir. Quand je vois. J'ai regardé un débat hier soir, donc au moment où on tourne, entre Jordan Bardella et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il l'a éclaté. Ce gars-là, il a 26 ans. Je me dis, il a énormément d'avenir. C'est pas juste. C'est pas juste qu'il veuille mener une brillante carrière Mais politique. la vie n'est pas juste, mon garçon. Oui, je sais. Mais pareil pour Marion Maréchal, des gens comme ça Oui, qui sont mais la vie talentueux. n'est pas juste, la vie est ainsi faite. Et ce que je dis, il faut faire ce que l'on doit faire. Enfin, vous savez, c'est ce que disait le pape Jean-Paul II. On lui demandait qu'est-ce que la liberté. Et la liberté, c'est de pouvoir et de vouloir faire ce que l'on doit faire. Donc, un homme libre, c'est quelqu'un qui peut, c'est-à-dire que vous avez le droit de vous battre, vous voulez vous battre, et vous devez vous battre. Mais c'est trois notions différentes. Donc la liberté, c'est à la conjonction de ces trois notions. Et il y a des tas de gens qui ne veulent pas se battre, il y a des gens qui ne peuvent pas se battre, il y a des tas de gens qui ne sentent pas qu'ils doivent se battre. Ben, voilà, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Donc vous devez rester libre. Ouais. Mais en attendant, on peut laisser sa peau, mais c'est pas grave. Ouais. Bah, moi, je continuerai en tout cas. Et je tiens tout de même à avertir l'élite qui est au pouvoir actuellement, parce que le risque pour eux, c'est qu'on se batte avec l'énergie du désespoir, et ça pourrait peut-être leur être fatal. Voilà, c'est ce que j'espère. Et dites-vous bien que la France a toujours été sauvée par les gueux. Ouais. Et jamais par ses élites. C'est toujours les gueux qui ont sauvé la France. Donc, si on doit faire un appel ici, ce qui n'est pas notre rôle, mais à l'Institut des libertés, c'est il faut que les gueux aillent voter. Ouais. C'est vous qui allez une fois de plus sauver la France. Mhm. C'est ça, parce que moi, alors, dans les indiscrétions de certaines personnalités, parfois, par exemple chez Reconquête, même si c'est très marginal, très rare, mais ça existe, il y a des gens qui voudraient voir Marine Le Pen perdre afin que Reconquête espère, comme par magie, recapturer toute la droite. Je ne crois pas une seule seconde à ces combines d'appareils. Non, bien Ça sûr que n'a non. jamais marché. Chirac Battre fait Giscard. battre Giscard en 81 en espérant arriver au pouvoir en 88, il échoue. Jospin laisse un petit peu Chirac gagner en 95 pour essayer de revenir en 2002, il va même pas en finale. Donc je ne crois pas à ces combines d'appareils. François Bayrou fait 6% en 2002, il fait 19 en 2007 et il retombe en 2012 pour être complètement inexistant en 2017. Enfin bref, toutes les combines d'appareils comme ça ne marche jamais. Il faut que je fasse gagner l'ennemi cette fois-ci pour être le champion la fois d'après. Ben, en fait, ça marche jamais. Ça marche jamais, et je crois beaucoup plus qu'il serait bon pour notre camp, même si vous êtes beaucoup plus zémourien que mariniste. Il faut le précédent historique que l'extrême droite, en tout cas perçue comme telle, même si pour moi c'est pas du tout l'extrême droite, arrive au pouvoir et que les gens se rendent compte que bah, c'est pas si terrible. C'est pas comme on nous l'a vendu, c'est pas comme ce que Libération ou BFM TV nous disait. Et là, à partir de ce moment-là, il y aura un levier énorme pour essayer de se vendre et de dire à la population, bah voilà, nous sommes un parti comme les autres, nous avons des idées qui sont pas pires que celles des autres, et on pourrait être considéré peut-être à égalité, et là, la démocratie pourrait peut-être fonctionner. Mais enfin, le temps nous est compté. Je pense que nous allons avoir beaucoup de travail Oui, dans les prochains temps. j'ai lu une bonne blague sur le net. Tiens, on va terminer par une blague parce que quand même, il faut savoir rigoler un peu de temps en temps. C'est un type qui dit que on peut faire de l'électricité avec du vent. Donc il se dit c'est une bonne idée ça. Donc il branche son chauffe-eau sur BFM TV et ça marche pas.
Pas mal. J'ai trouvé ça assez drôle. Oui, c'est vrai, c'est très drôle. Vous en avez beaucoup des blagues, hein. C'est pas mal. Bah écoutez, Ça m'a fait rire. j'en ai terminé avec mes questions. Donc j'espère que vous avez été abreuvé de bonnes idées lors de cette émission qui dure, pas encore 40 minutes, 35. Non, mais l'idée de base, c'est gueux français, allez voter. C'est ça. Allez voter, bande de gueux. Donc, et on en fait partie d'ailleurs. Exactement, Donc, et on en est fiers. on en est fiers. Voilà. Je suis fier d'être Donc, un gueux français. dites-vous, même si vous aimez pas Marine Le Pen, votez pour ce qu'elle représente, votez pour et votez contre Macron. Voilà. Faites barrage à Macron, j'ai envie de dire. Donc, je vous dis Barrage à la trahison. barrage à la trahison, bref. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau délit d'opinion. Je vous remercie pour avoir vu cette Et il cette faut qu'on émission. prenne du temps parce qu'on en a encore 4 ou 5 à faire au cas où on aurait dit on va en faire plusieurs. Voilà, il faut- On ne mettre que sur le Là, on est, au celui qui est quatrième, bon. on est au 4e tournage déjà, donc faut qu'on avance. Donc je vous remercie, hein, et puis allez vous abonner, évidemment à la page YouTube, allez mettre un like, allez vous abonner à la page Twitter, l'Institut des Libertés, Instagram, TikTok, etc. Et n'oubliez pas d'aller lire sur l'Institut des Libertés. Oui, allez lire sur le blog de l'Institut des Libertés. Parce qu'il y a des Charles idées, nous fait il y a des idées. articles chaque semaine. Donc voilà, abreuvez-vous de la science de l'Institut des Libertés. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.